Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Nous sommes mercredi, jour de conseil des ministres. Un conseil présidé par le Premier ministre Modibo Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le conseil a adopté des projets de décret, entendu une communication et procédé à des nominations. Au chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant le modèle de candidature pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers du district de Bamako. 2. Un projet de décret fixant le montant de la participation aux frais électoraux à l'occasion de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers du district de Bamako. Le décret déterminant le modèle de candidature pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers du district de Bamako est adopté en application des dispositions du Code électoral relatives à la présentation des candidats. Le modèle de candidature permet de recueillir certains renseignements sur les candidats à ces échéances électorales, notamment le nom et prénom, les dates et lieux de naissance, le sexe, la profession, le domicile, l'appartenance politique, le titre de la liste et la couleur choisie pour l'impression des bulletins circulaires et affiches. Il renseigne également sur la circonscription électorale ainsi que sur la nature des élections concernées. Le décret fixant le montant de la participation aux frais électoraux à l'occasion de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers du district de Bamako s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi électorale qui prévoit que dans les 48 heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire du candidat ou de la liste de candidats doit verser une participation non remboursable aux frais électoraux. Le décret fixe à 50 000 francs CFA le montant de la participation. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, sur le rapport du ministre de l'Éducation nationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière d'éducation. La loi numéro 2012-007 du 7 février 2012 portant code des collectivités territoriales en République du Mali confère aux organes délibérants des collectivités territoriales le pouvoir de régler par leur délibération les affaires relevant de leur ressort territorial, notamment celles relatives au développement économique, social et culturel. Elle énumère les matières sur lesquelles peuvent délibérer les 10 organes à chaque niveau. Le présent décret est adopté pour fixer le détail des compétences de la commune, du cercle, de la région et du district de Bamako dans le domaine de l'éducation. Il précise l'appui conseil que les services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation nationale doivent apporter aux collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre des compétences ainsi transférées. L'effectivité de ces mesures contribue à une meilleure prise en compte des politiques nationales en matière d'éducation dans les plans de développement des communes, des cercles, des régions et du district de Bamako. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, inspecteur à l'inspection des affaires sociales, Madame Fatoumata Marie Traoré, administrateur de l'Action sociale. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, secrétaire général Oumar Daou, conseiller des affaires étrangères. Au chapitre des communications écrites, au titre du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le Conseil des ministres a examiné une communication écrite relative au programme national de sauvegarde du fleuve Niger.
Le fleuve Niger, long de 4200 km, traverse 9 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali, sur 1750 km. Il fournit aux populations riveraines des moyens de subsistance, notamment en termes de production agricole, piscicole, industrielle, de commerce, de navigation. Depuis quelques décennies, le Niger est confronté à des contraintes majeures comme l'érosion hydrique et l'ensablement qui menacent sérieusement les écoulements, le maintien des équilibres biologiques, les écosystèmes naturels, les habitats et l'ensemble de la vie socio-économique. La variabilité des ressources en eau à cause du faible niveau de la pluviométrie s'en trouve menacée. Pour lever ces contraintes, il a été créé au plan sous-régional l'autorité du bassin du Niger, ABN, par les 9 pays ayant en partage le fleuve Niger, et au plan national, l'agence du bassin du fleuve Niger, ABFN. Malgré la mise en place de ces structures, le potentiel hydraulique du bassin du Niger reste toujours soumis à des dégradations inquiétantes. Le programme national de sauvegarde du fleuve Niger traduit la volonté politique des autorités de notre pays, en particulier celle du président de la République, à redonner au fleuve Niger sa fonction d'artère vitale pour le Mali en circonscrivant les menaces qui pèsent sur son cours du fait des pollutions individuelles, artisanales et industrielles, de la prolifération des plantes aquatiques nuisibles, de l'avancement du lit. Il vise à assurer la réalisation et la capitalisation de toutes les actions concourant à maintenir le fleuve Niger dans ses fonctions économiques, environnementales, sociales et de mobilité à travers l'amélioration de sa navigabilité, l'aménagement de ses bassins versants, la protection de ses berges contre les dégradations, la dépollution du lit, de ses affluents et de son cours d'eau principale, la récupération et l'aménagement de ses berges au niveau des grandes agglomérations. Au chapitre des communications, le Conseil des ministres a été informé du décès de l'artiste Bako Dagnon et a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu. Et le président de la République a décidé de l'élever au grade d'officier de l'Ordre national du Mali à titre posthume. Voilà ce qu'on pouvait retenir de ce Conseil des ministres. Et nous allons bien sûr retrouver le reportage de Modibo Souaré sur les obsèques de Bako Dagnon à la fin de ce journal. Direction la Cour suprême, où le nouvel ambassadeur du Mali en Inde, Yaya Samake, a été reçu en audience par le président Kapili. Au cours des échanges, il a été question des nouvelles fonctions de l'ambassadeur et du renforcement de la coopération entre l'Inde et le Mali dans le domaine de l'agriculture, de la culture et de l'éducation. Écoutons Yaya Samake au micro de Rachel Tessougué. J'ai souhaité venir prendre conseil auprès du président Tapeli pour pouvoir mieux servir cette mission que le président de la République m'a confiée en Inde. J'ai été très satisfait des conseils prodigués. Je suis très rassuré et très reconnaissant de l'offre d'accompagnement de son institution. Ma vision, c'est d'être sur le terrain et de me rapprocher au peuple malien, où qu'il soit, dans ma juridiction. Le Mali doit mieux servir ses citoyens, et à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ma vision aussi, c'est de capitaliser déjà la bonne coopération qui existe entre le Mali et l'Inde, et faire en sorte que le vaste potentiel que ce pays a mis offre au Mali, pour que cela puisse être réalisé en termes d'opportunités, mais en termes de réalisation, j'allais dire, pour nos citoyens, dans le cadre de la mécanisation de l'agriculture, dans le cadre des échanges culturels, de l'éducation et même la formation. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA veut se donner une nouvelle dynamique pour répondre aux objectifs du président de la République. Mais pour y arriver, il faut une nouvelle orientation dans le service et un budget suffisant. Ce programme ambitieux porté à la connaissance des différentes parties, d'où cette rencontre de ce mercredi au Conseil du patronat. Mariam Sagara était présente. Pour la toute première fois, le FAFPA, après 18 ans d'existence, échange avec ses partenaires directs. Objectif, communiquer plus, agir vite et être plus alerte.
Un nouvel esprit juvénile à l'image des dirigeants qui ambitionnent de donner la chance aux actifs qui veulent renforcer leurs capacités professionnelles en perspective. Il s'agit pour nous aujourd'hui de renforcer d'abord la communication entre nous et nos usagers en vue de mieux améliorer notre intervention et de mieux répondre aux orientations des plus hautes autorités de la République qui nous instruisent aujourd'hui de faire de la formation professionnelle la clé de voûte de l'emploi. Cette nouvelle orientation permettra d'offrir des services et prestations à hauteur de compétences aux entreprises de groupement. Pour y parvenir, les avis de contribution comptent, d'où cette journée d'échange. Depuis quelques années, de nombreuses sollicitations des entreprises et groupements professionnels au niveau du FAFPA n'ont pas pu aboutir. Cette situation a instauré un climat de méfiance entre ces groupements professionnels et le FAFPA, allant jusqu'à un refus de solliciter la structure pour des actions de formation. Cette situation doit être corrigée rapidement. C'est pourquoi nous nous réjouissons de cette rencontre de ce matin. Il y va de l'intérêt commun du CMPM et du FAFPA, dont les objectifs convergent en vue de l'instauration d'un dispositif de financement de la formation professionnelle répondant aux besoins des acteurs du secteur privé. Conformément à la vision du changement prônée par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le FAFPA s'inscrit dans cette dynamique et il s'agit pour le FAFPA de conduire un certain nombre de réformes, notamment de mieux améliorer ses procédures d'intervention en termes de simplicité, enfin en termes de rapidité et en termes d'efficience surtout. Donc il y a un certain nombre d'axes, notamment la prospection, notamment le suivi et évaluation sur lesquels nous sommes en train d'agir aujourd'hui. Le FAFPA fortement sollicité se donne une stratégie nouvelle appelée Stratégie 2015. Cette nouvelle vision va certainement répondre aux attentes des partenaires et acteurs professionnels dans l'espace économique ouest-africain. Une session sur la coalition nationale multisectorielle autour de la Grande Muraille Verte s'est tenue ce mercredi. L'objectif est de créer une synergie entre les structures concernées et aller vers la création d'une structure nationale. Notons que la Muraille Verte concerne 11 pays, dont le Mali, le compte-rendu de Isaac Ching. Susciter les synergies nécessaires entre les structures étatiques élargies aux collectivités locales et les ONG, sensibiliser les autorités nationales pour la création de la structure nationale de la Grande Muraille Verte, voilà pourquoi se tient cette session organisée par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'approche de Muraille Verte, au dire des organisateurs, ne doit pas rester forestière, mais doit être comme un programme de développement durable. Il s'agit d'unir nos forces et de mutualiser les moyens pour que tous les acteurs concernés par cette initiative se sentent engagés et responsables pour sa concrétisation sur le terrain. C'est à ce niveau que beaucoup d'efforts doivent encore être faits, car les élus locaux et la population des zones traversées par la Grande Muraille Verte connaissent encore très peu cette initiative. Au Mali, la Grande Muraille Verte s'étend sur plus de 2000 km de long et sur plus de 200 km de large. Une initiative qui vise à l'horizon 2025 le développement des communautés locales à travers l'atteinte d'une sécurité alimentaire. Cette rencontre a pour but d'établir une alliance nationale autour du ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement pour la réalisation de la composante Grande Muraille Verte du Mali. Il est donc important, dans un souci d'accompagnement de cette dynamique nationale, que les différents acteurs impliqués à tous les niveaux s'y retrouvent dans un cadre de concertation. La rencontre d'aujourd'hui vise donc à mettre en place une plateforme de partenaires autour du ministère de l'Environnement. Cette plateforme constituera un mécanisme institutionnel favorisant une dynamique inclusive d'échange, de dialogue et de prise de décision. La Grande Muraille Verte est une convention signée entre 11 pays d'Afrique, dont le Mali. Son objectif est de relever les défis de sécurité, de gouvernance et de développement dans la bande sahélienne. Le ministère de l'économie et des finances informe les participants à la revue politique 2014 du CSCRSP 2012-2017 que la dite revue se tiendra demain jeudi
9 juillet 2015 à partir de 14h au Centre international de conférence de Bamako. La revue politique est présidée par le ministre de l'économie et des finances, Mamadou Igor Diarra. Et notez également que le ministre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, quitte Bamako aujourd'hui pour la Croatie et l'Éthiopie. En Croatie, le ministre Diop participera au forum de la Croatie sur la nouvelle politique de développement vers un partenariat et une vision commune prévue du 9 au 11 juillet 2015. En Éthiopie, le ministre Diop représentera le président de la République, chef de l'État, aux travaux de la 3e conférence des chefs d'État et de gouvernement des Nations Unies sur le financement du développement qui aura lieu du 12 au 17 juillet 2015 à Addis Abeba. Visite du gouverneur de la région de Mopti au Burkina Faso, dans la province du Yatenga. Ils sont plus de 500 de nos compatriotes à avoir trouvé refuge suite à un conflit foncier opposant les communautés de 3 villages de l'arrondissement central de Koro, à savoir Ombo, Sadjourou et Sana. Kama Kane a apporté un soutien moral aux réfugiés et les a sensibilisés afin que la tolérance et la paix soient davantage préservées et consolidées. Le reportage de Yacouba Maïga. Il s'agit en fait des communautés Dogon originaires du village de Ombo dans la commune rurale de Bondo dans le cercle de Kourou. Leur déplacement fait suite à une opération menée par les autorités locales visant à traquer certains fauteurs de troubles ayant conduit une partie de la population de Ombo à contester une décision de justice relative à un litige foncier opposant les villages de Ombo, Sadjourou et Sana dans l'arrondissement central de Kourou. Comme si cela ne suffisait pas, les manipulateurs recherchés qui sont au nombre de 5 incitent encore cette population à des violences physiques qui vont coûter la vie à un innocent citoyen qui n'était autre qu'un guide. C'est cette situation qui crée une scène de panique, amenant une partie de la population de Ombo et leurs alliés à se réfugier dans la localité de Kain ou Burkina Faso, située à une 50aine de kilomètres de Waïgua, chef-lieu de la région nord dans la province du Yatenga. C'est 535 personnes. J'ai reçu donc l'information par mon collègue de Waïgua. Il était de notre devoir de venir et d'échanger avec les populations afin qu'elles puissent retourner. Parmi les 535 personnes ayant trouvé refuge ici à Kain, 396 sont des enfants et 106 des femmes. C'est pourquoi les autorités burkinabées n'ont pas attendu longtemps pour mettre en branle tous les mécanismes de prise en charge existants au niveau national. Ce qui s'est passé, ce n'est que l'expression d'une solidarité toujours vécue en Afrique et particulièrement vécue par les peuples maliens et burkinabés. Je dois dire que même si ces populations s'étaient déplacées à l'intérieur du Mali, nous ne ferions pas mieux que ce que les Burkinabés ont fait pour elles ici. C'est l'occasion encore pour moi de leur exprimer toute notre gratitude, vraiment notre reconnaissance éternelle. Convaincus de la pertinence du message porté par le gouverneur Kane, nos compatriotes n'avaient pas d'autre choix que de décider immédiatement d'amorcer le retour au Bercail. Déjà, un groupe est arrivé à destination et les autres ont promis d'emboîter le pas sans délai. C'est une bonne nouvelle. Toujours dans la région de Mopti, la direction régionale du développement social a procédé au lancement de distribution gratuite d'aliments bétail dans le cercle de Douanzan. Il s'agit de la remise de 200 tonnes destinées aux éleveurs du 10 cercle. Aminata Touré. Face à la situation humanitaire et suite à la pénurie d'eau dans les régions nord du Mali, le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord a mis à la disposition de la Direction régionale des productions et des industries animales, à travers la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, 200 tonnes d'aliments bétail pour les éleveurs du cercle de Douanzan. L'objectif, c'est de répondre à une demande du ministère du Développement rural pour venir en aide aux éleveurs qui ont des problèmes pour la nourriture des animaux. Les populations cibles, c'est les éleveurs des régions du nord, c'est-à-dire le cercle de Douanza, la région de Tombouctou, la région de Gao et la région de Kidal. Aujourd'hui, nous sommes là pour la distribution de 200 tonnes d'aliments bétail pour la région de Mopti. L'aliment se servira surtout à améliorer les conditions d'alimentation des animaux jusqu'à l'installation effective de couverts herbacés, sinon de tous les pâturages
permettant des productions animales plus accrues pour la campagne 2015-2016. Cette présente distribution gratuite et la subvention d'aliments bétail en cours, selon les autorités communales, pourront atténuer l'insuffisance des pâturages du moment et abréger la période de soudure. Le député Aïdara Ishata Sissé dit Château à la rencontre des populations de Bourem dans la région de Gao. Restitution de l'accord de paix d'Alger, dont de 32 tonnes de céréales et prières pour la paix au Mali sont les temps forts de la rencontre de Gao. La correspondance de Drissa Kouni. À cette étape de la vie de la nation marquée par la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation, il était du devoir des élus de Bourem de retourner échanger avec la population sur cette question capitale. À l'accoutumée, Aïdara Aïssata Sissé a d'abord procédé à la restitution des sessions à l'hémicycle. Actualité oblige, cette année, les débats se sont focalisés sur l'accord d'Alger. Le contenu de l'accord, la mise en œuvre du comité de suivi et le processus de sa mise en œuvre ont été les points saillants des travaux. Il a été aussi question de certaines lois votées telles que le statut de l'opposition, la loi électorale, la loi de programmation militaire, également la route Bourem-Gao et le redémarrage des travaux du barrage de Taoussa. Je suis venu expliquer aux populations qu'effectivement le président de la République, le gouvernement du Mali a fait don de soi pour que cette signature-là soit une réalité. Maintenant, dans l'application, c'est à nous de prendre le relais, parce que nous sommes les représentants légitimes du peuple. Pour appuyer les communautés de Bourem à surmonter le mois de Ramadan et la période de soudure, l'honorable a dégagé 15 millions de francs CFA en dons, composés de 11 tonnes de mil, 11 tonnes de farine, 5 tonnes de riz et 5 tonnes de sucre. 50 associations féminines et 3 jardins d'enfants ont aussi reçu des enveloppes pour soutenir leur activité. Une prière collective a été organisée et des bénédictions ont été faites pour la paix au Mali. On va l'utiliser à bon escient, surtout nous les femmes. Déjà, on est habitué à faire le macaroni traditionnel, donc ça va nous permettre aussi de nous régénérer de plus. Une autre donatrice, l'épouse du président de la République, Keita Aminata Maïga, a offert 2 tonnes de sucre à la dizaine de mosquées de Bourem. À présent, parlons de la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation de l'école du camp Firoun de Gao, saccagée et pillée par les occupants. L'école comme un phénix va renaître dès septembre dans 4 mois. Des travaux financés à environ 50 millions de francs CFA par la MINUSMA. Le reportage de Daouda Zoumana Traoré. La réalisation de ces travaux de réhabilitation mettra fin au calvaire des centaines d'élèves qui fréquentaient l'école du camp Firoun de Gao avant la crise. Pour la petite histoire, les occupants ont mis à sac cette école, transformant même des tables-bancs en bois de chauffe. En procédant à ces travaux, dont le coût est d'environ 50 millions de francs CFA, la MINUSMA veut ainsi donner de l'espoir aux parents d'élèves et au monde scolaire. Par la grâce de Dieu, nous voilà aujourd'hui réunis pour le lancement des travaux de réhabilitation de 9 salles de classe, d'une direction du second cycle, la fourniture de 81 tables bancs et 10 lave-mains grâce à l'aide de la MINUSMA. Les autorités administratives et scolaires n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de la MINUSMA. Aujourd'hui, si la MINUSMA voit à notre secours, nous ne sommes guère surpris parce que la MINUSMA n'est pas à sa première expérience. J'avais pour preuve les examens qui sont déroulés, le DF et le bac à Ménaka. C'est vraiment grâce à la MINUSMA que nous avons réussi ces examens-là. La MINUSMA est dans son rôle de stabilisation, rôle d'accompagnement, rôle de promotion des droits de l'enfant et rôle aussi de protection des personnes vulnérables. Et je pense que l'événement qui nous réunit ce matin est aussi en droite ligne de sa nouvelle mission dans le cadre de la résolution 22-27 du Conseil de sécurité. Pour avoir le cœur net, d'autres travaux comme la réhabilitation de la direction du premier cycle, la construction des logements des enseignants, la clôture et la maternelle restent à faire. Le respect strict du délai d'exécution qui est de 4 mois a été fortement rappelé aux 2 entreprises locales par le directeur de cabinet du gouverneur de Gao. À Kaï, le gouverneur de région a fait hier mardi le tour de certains centres de révision exceptionnelle des listes électorales. Mamadou Aloubari a suivi la visite. Les opérations de révision des listes électorales se poursuivent normalement, mais sans une grande affluence dans les communes de Liberté d'Embaya et Kaï. C'est le constat fait par la mission de supervision du chef de l'exécutif régional.
Les travaux ont démarré au niveau de l'ensemble des commissions. Les documents sont arrivés et les commissions sont en train de travailler normalement. Et je pense que d'ici la fin de l'opération, vraiment toutes les petites erreurs seront corrigées. 7 jours après le démarrage des opérations, le 1er juillet 2015, il a été enregistré 111 radiations et 8 transferts dans la commune urbaine de Caille, 6 transferts et 11 radiations dans la commune rurale de Liberté d'Embaya. Occasion pour le gouverneur des régions de demander aux autorités administratives et politiques de mettre l'accent sur l'information et la sensibilisation. Un constat de satisfaction déjà, parce que nous sommes en train de respecter les délais prescrits par le département de l'administration territoriale. A commencé le 1er juillet, nous avons pu commencer les opérations. Les commissions sont en place. Et peut-être l'affluence peut paraître timide, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu une opération il n'y a pas longtemps et que nous avons des données de la DGE, notamment en termes de validation. Nous avons des effectifs. Il s'agit maintenant pour les transferts. Essentiellement qu'on peut appeler la population à venir vérifier que les électeurs sont bien au niveau des bureaux de vote souhaités. Pour ces opérations de révision exceptionnelle des listes électorales qui se poursuivront jusqu'au 20 juillet, la commune urbaine de Caille compte 66 247 électeurs. Et sur un tout autre plan, la promotion des techniques de compostage dans les zones officeries Ségou, c'est l'objectif que le FAFPA s'est assigné dans la région. Une rencontre s'est déroulée ce mercredi dans ce sens. La rencontre a regroupé les producteurs de l'encadrement de l'office, nous indique Kandesila. Initiée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage dans le cadre de sa stratégie de projet fédérateur, cette rencontre vise à échanger avec les producteurs et l'encadrement de l'office Ségou sur la mise à la disposition des paysans des techniques de compostage et son utilisation pour la promotion d'emplois en milieu rural. L'approche dite système multi-acteurs consiste à financer des projets qui répondent au mieux aux objectifs de croissance de l'économie nationale et de la création d'emplois. Dans les pays les moins avancés, la solution à partir des engrais minéraux n'est pas évidente. Le recyclage des résidus organiques d'origine animale, végétale, à travers le compostage, s'offre comme une alternative peu coûteuse. Si ce n'est la subvention de l'État ces dernières années, le coût des engrais minéraux est très cher pour nos producteurs. Et il y a le problème d'accès des producteurs aussi au crédit agricole. Les participants mettront la journée à profit pour approfondir les réflexions sur la mise en œuvre du projet à travers les avantages liés au compostage ou les matériaux utilisés. L'ONG Al-Farouk poursuit ses actions de bienfaisance en ce mois de Ramadan. Elle vient d'offrir des produits de première nécessité à 600 familles du district de Bamako. Coût de l'opération 15 millions de francs CFA. Sorona Kamisoko, compte rendu. L'ONG Al-Farouk donne du sourire à 600 familles démunies du district de Bamako. Ces familles reçoivent ici du riz, du sucre et de l'huile. Un geste qui rallonge la liste des donations de l'ONG. L'ONG Al-Farouk a programmé cette campagne. Ça, c'est la 5e fois. Cette donation, ça vient de Dubaï Charité, une association de Dubaï Charité qui vient de l'Imera. Les tickets étaient distribués depuis le début de Ramadan. Le coût de la présente donation s'élève à 15 millions de francs CFA. Par cet acte de solidarité, l'ONG Al-Farouk contribue ainsi à soulager les bénéficiaires. Concrètement, il s'agit de les aider à faire face aux dépenses du mois de Ramadan. On leur remercie à ces gestes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que les hommes et les femmes, on doit s'entraider. Il y a des moments pour faire ça, comme le mois de Ramadan. La solidarité est un comportement, une évidence bien illustrée par Al-Farouk à travers ses nombreuses actions de bienfaisance. N'est-ce pas là un bel exemple qui doit inspirer les autres ONG de la place? Oui, Sorona Kamisoko. Et une autre donation, environ 25 millions de francs CFA, c'est le coût global d'une adduction d'eau et d'un véhicule 4x4 remis à l'UMAV. Et c'est Bakauri qui nous en parle.
un système d'adduction d'eau potable et un véhicule 4x4 tout neuf pour l'Union malienne des aveugles. La joie était perceptible ce matin chez les pensionnaires. L'ONG Sad Saveur, c'est-à-dire Sauver la vie, est le premier donateur de la journée. Le véhicule 4x4, selon les responsables de cette ONG, est une contribution qui vise à faciliter les travaux de suivi de l'UMAV dans ses activités de terrain. Nous avons constaté qu'il faut vraiment un moyen logistique pour pouvoir assurer le suivi de ces activités. Donc c'est ce qui a réellement motivé ça sévère au niveau de la direction et au niveau du siège qui ont vraiment proposé, souhaité à ce que l'UMAV ait ce véhicule. Le véhicule nous a coûté à peu près dans les 15 200 000. Le château d'eau d'une capacité de 10 mètres cubes pour un coût global de 10 millions de francs CFA est, selon la présidente de l'UMAV, une contribution de la primature du Mali. D'où la joie et la reconnaissance du président de l'UMAV, Momeni Diarra. C'est un jour mémorable pour nous. Un partenaire de l'UMAV depuis 20 ans qui nous accompagne, qui nous offre un véhicule. Ça va nous permettre de faire un suivi rapproché des projets que nous sommes en train d'exécuter dans le domaine de l'éducation. Notre profonde gratitude à l'endroit du gouvernement du Mali qui nous a offert ce château. Le président de l'UMAV a en outre rassuré l'assistance que bon usage sera fait de ces équipements pour le bonheur des 230 pensionnaires de cet établissement. Allez, du sport, reconnaissance de la nation à l'endroit de ces sportifs, toutes disciplines confondues. Cette année, 6 disciplines ont porté haut le drapeau national sur le plan continental, notamment le football avec l'équipe nationale junior, le basketball avec l'équipe nationale senior et le rugby. Les 6 disciplines ont ainsi reçu les récompenses de la nation par ordre de mérite. Le point, c'est avec Al-Jumatina. Les sportifs, toutes disciplines confondues, ayant porté haut les couleurs nationales sous divers cieux, viennent d'être récompensés par la nation. Il est pour nous important de faire en sorte que ceux qui ont permis à la nation de briller à l'étranger soient accueillis comme ça et félicités, remerciés, soutenus pour que la démarche soit pédagogique pour les autres, pour vous-même d'abord. Ainsi, 6 disciplines ont fait vibrer cette année le pays sur les 31 fédérations qui compte le ministère des Sports. Il s'agit du football avec la médaille de bronze de l'équipe nationale junior à la Coupe du Monde de la catégorie en Nouvelle-Zélande. Du basketball avec la qualification de l'équipe nationale senior à l'Afro-Basket au Cameroun et aux Jeux africains de Brazzaville. Du taekwondo qui a participé à la Coupe du Monde francophone à Dakar. Du rugby qui s'est distingué à Ouagadougou lors du tournoi zonal de 2e division. Du karaté lors du championnat d'Afrique de la zone 2 à Dakar. Enfin, du Yoshukan Budo. Une belle moisson obtenue par ces 6 disciplines ayant contribué à faire rayonner l'image du Mali. Quoi de plus normal pour la nation d'être reconnaissante? Au nom du président de la République, du chef du gouvernement, donc le Premier ministre, et de l'ensemble des membres du gouvernement qui m'ont demandé de vous rencontrer dans un cadre pareil et vous rendre les hommages de la nation tout entière. Bravo pour tout ce que vous avez eu à faire, mais je dirais que le plus dur est à venir. Le plus important n'est pas aujourd'hui de se hisser à un niveau. Pour l'avenir, le plus important serait d'aller plus haut, plus loin, comme c'est très souvent le cas. Bon, jouer, après les primes vont venir, après il faut attendre 1 an après, il faut attendre 2 ans après, il faut attendre une autre occasion, ça ne se fera plus. Mieux, le gouvernement de la République du Mali a quand même mis à la disposition des fédérations nationales et des sportifs un nouvel arrêté interministériel qui révalorise votre traitement. Les 6 disciplines par ordre de mérite ont été récompensées. Quant aux footballeurs juniors, ils ont chacun reçu un chèque de 23 millions de francs CFA. L'entraîneur principal, Fanyiri Diarra, lui a reçu 30 millions de francs CFA. Encore félicitations à nos sportifs. À présent, arrêtons-nous sur ce dernier hommage rendu à la grande cantatrice Bako Dagnon. C'était ce matin lors de ses obsèques. Les autorités du pays, sa famille, le monde des artistes, ses sympathisants et une foule nombreuse l'ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Lafiabou.
Ramatoulaye Diallo. Pour lui donner cet ultime adieu, l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités étaient également présentes à cette cérémonie funéraire. Modibo Soiré nous en parle. Hommage des grands jours à Bako Dagnon. Au monde artistique et culturel s'était jointe une masse hétéroclite pour dire adieu à celle qui, pendant plusieurs décennies, a servi de courroie de transmission à la culture et à la tradition malienne à travers son art, la musique. Ma mort, dans toute sa tristesse, vient d'arracher à notre affection Hadja Bako Dagnon, l'une des grandes figures de la musique malienne, chevalier de l'ordre national du Mali, décédé le mardi 7 juillet 2015 à 6h30 du matin. Le chef du département de la culture, dans son oraison funèbre, a, au nom des hautes autorités du pays, salué la mémoire et la grande disponibilité de Bako Dagnon. Ensemble, le ministre Ndiaye Ramatoulaye Diallo a vanté le mérite de cette figure emblématique de la musique malienne, toute génération confondue. Le sage de Badjangara disait que le vieillard africain était comparable à une bibliothèque qui brûlait à sa mort. Bako Dagnon a été notre bibliothèque vivante. Une bibliothèque qui s'est évertuée à connaître les secrets de l'histoire du Mali et du Mandé, et surtout une bibliothèque qui n'est pas restée figée à attendre que les nécessiteux du savoir que nous sommes allions à elle. Par sa musique, par ses prises de parole, par ses prises de décision sages, elle nous inondait de son savoir. Elle nous disait qui nous étions. Elle nous rappelait qui nous avons été. On ne doit pas rester triste quand on garde à l'esprit que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de rappeler auprès de lui Bako en ce mois béni de Ramadan. Mémoire vivante d'une culture ancestrale, Bako Dagnon était l'un des secrets les mieux gardés de la musique mandingue au-delà de nos frontières. Avec 5 albums à son actif en une quarantaine d'années de carrière musicale bien remplie, Bako Dagnon s'était imposé dans le paysage culturel malien et international grâce à sa voix d'une rare qualité. Je retiens de Bako son engagement pour le pays. Parce que je me souviens que quand le Mali a été occupé par les djihadistes, Bako a eu l'idée de réunir les artistes pour faire un téléthon. Nous avons pu recueillir 25 millions. On a envoyé des habits et des boissons au nord pour nos parents qui sont à Kidali, à Tombouctou et à Gao. Et Bako, quand le Recotrad nous a contactés pour faire des chansons pour apaiser le peuple, nous avons chanté la paix. Et depuis, tous les artistes maliens ont chanté la paix et la réconciliation nationale pour apaiser les cœurs. Elle a été une griotte exemplaire, donc tout le temps elle conseille les gens, tout le temps elle dit les artistes, allez-y, les jeunes griottes, allez-y apprendre. Donc venez à côté des grandes personnes pour bien apprendre, pour mieux connaître aussi. Vraiment, je suis triste, le mot me manque vraiment. Donc je retiens beaucoup de très bonnes choses d'amusement de Bako. La dernière fois qu'on s'est quitté, c'était à l'anniversaire du président Modibo Keïta. On était ensemble la nuit là. Elle me disait de venir la voir. Et moi j'ai voyagé, j'arrive hier matin, je coïncide avec le décès de Bako. Vraiment, je suis très touchée. Et mes condoléances à toute la famille de Bako. Mes condoléances à tous les artistes, au nom de toutes les artistes, tous les artistes du nord du Mali que je représente ici. Artiste chanteuse, auteur-compositeur,
Interprète, ancienne pensionnaire de l'ensemble instrumental du Mali, chevalier de l'Ordre national du Mali depuis 2009, Bako Dagnon était une garante de l'héritage mandingue. Cette griotte pétrie de talent et pleine d'imagination s'était fait remarquer surtout par son amour à prodiguer des conseils au plus grand nombre de notre musique. C'est au cimetière de la Fiabougou, en commune 4 du district de Bamako, que Bako Dagnon repose pour l'éternité. Une pluie battante s'est mise de la partie comme pour faire exaucer les vœux des accompagnateurs encore sous le choc. Dors en paix, la grande voix du Mandi. Et je vous rappelle que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a décidé de l'élever au grade d'officier de l'Ordre national du Mali à titre posthume. Et le Grand Forum du Mandé, ou Mandé Blomba, et l'ADIMAN, Parti africain pour la solidarité et la justice, ainsi que le Bureau politique national, Mouvement pour la démocratie et le développement, MDD, présentent leurs condoléances à la famille de la défunte. Voilà pour l'essentiel de l'information. Merci et bonsoir.